Alors dans cette vidéo, je vous propose d'aborder deux thèmes importants pour la production de tournesol, à savoir la fertilisation et le désherbage. Alors sur les aspects fertilisation, la plante de tournesol a quand même des besoins qui sont modérés, mais qu'il est important de pouvoir satisfaire quand même. D'une part, pour que la plante soit en capacité d'exprimer son potentiel, d'une part, et d'autre part, pour éviter de se retrouver dans des phénomènes que l'on voyait dans une vidéo précédente, où le tournesol, eh bien, finalement, étant donné qu'on ne lui apporte pas notamment l'azote suffisant, euh, épuise beaucoup plus finalement les réserves du sol. Donc, bien raisonner sa fertilisation du tournesol, c'est important pour la culture en elle-même, dans un premier temps, mais c'est aussi important pour la culture qui va suivre, de façon à ce que le tournesol n'épuise pas trop les réserves du sol et reste vraiment un bon précédent, en particulier pour la céréale qui va suivre. Alors, je vous présente ici des besoins totaux en azote, phosphore, potasse notamment, pour un tournesol avec un potentiel de rendement de l'ordre de 35 quintaux, alors ce qui peut paraître un petit peu élevé. Si on veut revenir sur des valeurs de l'ordre de 15, enfin en tout cas pour un rendement de l'ordre de 15-20 quintaux par hectare, bah, tout simplement on divisera les chiffres suivants par 2 et on aura une idée quand même à peu près bonne des besoins de la plante. Alors, pour atteindre ces 35 quintaux par hectare, au niveau de l'azote, on va avoir des besoins qui vont se situer de l'ordre de 160 unités, 160 kg d'azote pour atteindre ce potentiel de rendement, 60 kg de phosphore et environ 400 kg de potasse. Alors, une partie de ces éléments va être exportée par les graines. Au niveau de l'azote, ça va être moitié-moitié globalement entre ce qui va être exporté par les graines et ce qui va être restitué au sol par les pailles, en tout cas par les cannes, on va dire plutôt. Au niveau donc oui de l'azote, on va être à peu près sur les 160 kg exportés, enfin en tout cas sur les 160 kg au niveau des besoins, à peu près 90 kg exportés, 70 kg qui vont retourner au sol. Au niveau du phosphore, ben là on va en exporter quand même beaucoup sur les 60 kg du départ, puisqu'on va exporter à peu près 45 kg de phosphore et on va en restituer 15. Au niveau de la potasse, finalement on en exporte très peu sur les 400 initiaux. On va en exporter à peu près 30 kg pour en restituer au sol environ 370. Donc finalement on n'exporte presque pas de potasse, contrairement au phosphore et contrairement à l'azote. Donc voilà, si on veut revenir, comme je le disais tout à l'heure, sur des potentiels de rendement plutôt de l'ordre de 15-20 quintaux par hectare, on va quand même avoir ici des besoins en azote qui vont s'établir autour des 80-90 kg, fournis en partie par les reliquats présents dans le sol, par la minéralisation et bien sûr par la fertilisation que vous allez pouvoir réaliser. En revanche, ce qui ne change pas, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est le besoin unitaire qui se situe à 4,5 kg d'azote pour produire un quintal de graines. Donc ça, c'est vraiment une règle à laquelle on ne peut pas déroger. Et bien entendu, à partir du moment où on veut produire de la graine, et si on a en tout cas la réserve en eau suffisante pour le faire, eh bien il va falloir pouvoir apporter ce qu'il faut à la plante en termes d'azote. Alors, les besoins en azote pour la plante, ils sont pas, c'est pas un besoin qui est immédiat. C'est-à-dire que si l'on regarde ici la courbe d'absorption de l'azote au cours de son cycle, on voit que de la levée jusqu'à 10 feuilles, on a une assimilation de l'azote qui est relativement faible, 10-15 unités d'azote absorbées à peu près. En revanche, à partir du moment où notre tournesol atteint 10 feuilles, et globalement jusqu'à l'apparition des premières fleurs, c'est là vraiment où les besoins en azote vont se faire de façon les plus importantes. Alors on pourrait avoir tendance à penser ou à dire qu'il faudrait plutôt privilégier un apport d'azote à ce moment-là, c'est-à-dire au moment où les besoins sont les plus importants. Néanmoins, le risque que l'on peut avoir si on fait cet apport en végétation, c'est de ne plus avoir les pluies suffisantes
pour permettre à la plante de bien pouvoir assimiler cet azote-là. Donc finalement, l'azote, on va plutôt avoir tendance à le faire soit au moment du semis, voire peut-être même un petit peu avant, de façon à pouvoir bénéficier de quelques pluies qui vont permettre d'avoir une assimilation bien meilleure. Alors peut-être qu'on aura un petit peu de perte, mais en tout cas, on va plutôt chercher à positionner l'azote à ce moment-là, de façon à être à peu près sûr qu'on en ait suffisamment ensuite, ou en tout cas que cet azote soit assimilable quand la plante va vraiment en avoir le plus besoin, donc entre 10 feuilles et le stade F1, c'est-à-dire début floraison. On voit ensuite que sur toute la phase de floraison, donc de début floraison ici à fin floraison, on a toujours des besoins en azote, mais on va aussi là rentrer dans des périodes où ça va être quand même beaucoup plus compliqué de le rendre assimilable. Donc, si on est sur des implantations, comme on le préconisait dans une vidéo précédente, sur les mois de janvier-février, on réussit à avoir quelques pluies qui vont permettre de bien assimiler cet azote, et on va plutôt chercher à faire les apports à ce moment-là. En termes de quantité d'azote absorbée, on va dire qu'en situation courante, on va faire des apports d'azote de l'ordre de 30 kg par hectare, globalement. Plus on va aller vers des potentiels de rendement élevés, donc c'est-à-dire plus on va avoir de la disponibilité en eau, donc en situation irriguée, et plus on va pouvoir se permettre d'apporter un petit peu plus d'azote, parce que la plante va être capable de le valoriser en rendement derrière, et on peut monter jusqu'à environ 50 kg d'azote environ. Au niveau du phosphore, donc on a vu que on avait à peu près des besoins de l'ordre de 60 kg par hectare. C'est une culture qui est considérée comme étant moyennement exigeante sur cet élément-là. On peut se permettre de faire des impasses quand on est sur des sols qui sont plutôt bien pourvus, ce qui est globalement le cas en général. Dans le cas contraire, on pourrait se permettre de faire une petite fertilisation, on va dire de l'ordre de 30-50 unités de phosphore. Mais voilà, bon, tendance à penser que généralement les sols sont quand même plutôt bien pourvus. Et puis potasse, là aussi ça va dépendre des types de sols. Ce qui fait que globalement on peut viser des apports sur des formes de type 15-30-10 en apportant à peu près 180 kg. Ce qui va nous permettre surtout d'apporter là nos 30 unités d'azote, 180 kg de 15-30-10, on va se retrouver à peu près avec 30 unités d'azote pour réussir à combler globalement les besoins de la plante. Si besoin, on peut augmenter un petit peu, on va apporter un peu de phosphore, on va apporter un petit peu de potasse, mais encore une fois, je tends à penser que ça va être quand même bien moins déterminant dans ces situations-là par rapport à l'azote. Un oligo-élément à ne pas négliger pour la production, c'est le bore, puisque le tournesol a quand même des besoins assez importants sur cet oligo-élément, et dont les symptômes se traduisent de la manière suivante, et que je vous invite à observer ensuite en cours de campagne, en tout cas à vérifier. C'est ces grillures que l'on aperçoit ici sur les photos, et que l'on va retrouver, on va dire vraiment sur le haut de la plante, généralement c'est sur les dernières feuilles émises à la base du capitule, où on va donc retrouver ces grillures que l'on voit aussi sur ces autres photos ici. Alors quand on observe ce type de carence là, bien généralement c'est déjà un petit peu tard pour intervenir, on va pas réussir à corriger une carence en bord. Mais si les symptômes restent uniquement sur feuille, ça ne va pas être très pénalisant. Là où ça va être un petit peu plus embêtant, c'est quand on va être sur des carences qui vont être beaucoup plus marquées, et on va continuer, même si c'est pas forcément le cas là ici sur ces photos, on va normalement continuer à observer des grillures sur feuille, mais surtout on va constater ce que l'on voit là, c'est-à-dire une rupture du capitule. Alors soit on voit le capitule qui tient encore un petit peu par quelques fibres ici à la tige, mais bien souvent on va retrouver le capitule qui tombe au sol, au pied de la tige, et donc là forcément il va sans dire que l'impact sur le rendement va être bien plus important. Donc l'objectif c'est vraiment d'éviter d'en arriver à ces situations là.
Puisque voilà, si on veut chiffrer un petit peu les pertes, hein, alors là quand on est sur des potentiels de rendement assez élevés, ça peut monter jusqu'à 10 quintaux par hectare. Sur des potentiels un petit peu plus faibles, on va dire qu'on va peut-être être plutôt sur l'ordre de 5 quintaux par hectare. Tout va dépendre finalement de l'importance de cette carence-là. On va aussi avoir de la perte en huile, de l'ordre de 4 à 5 points globalement, encore une fois selon l'ampleur du phénomène. Au niveau des besoins, les besoins de la plante, c'est 400 grammes par hectare, hein, globalement, sur 35, un potentiel à 35 quintaux. Bon, là encore, c'est à recalculer un petit peu en fonction des différents potentiels, mais ça donne déjà un ordre d'idée. Et 20% de ces besoins sont exportés par la plante. Hein, donc ça veut dire que là, sur mes 400 grammes de besoin, je vais avoir 80 grammes qui vont être exportés par la plante. Par conséquent, si je suis sur une rotation courte, où je vais avoir un retour fréquent du tournesol, si j'ai pas pour habitude de faire des apports, eh bien je vais exporter régulièrement du bord, et au bout d'un moment, je risque vraiment de me retrouver dans une situation carencée. Donc même si on ne constate pas forcément de carence en bord sur sa parcelle, ça peut être bien quand même de réaliser un apport pour prévenir, on va dire, d'éventuelles carences qui pourraient survenir un petit peu plus tard. L'absorption du bord va surtout se faire au niveau de la plante entre les stades 10 feuilles et début floraison, donc on va voir un petit peu après comment est-ce qu'on positionne ça. Et puis l'absorption est aussi très très liée forcément à l'état hydrique des sols. Donc ça aussi, ce sera un élément à prendre en compte dans la stratégie de fertilisation. Au niveau des situations les plus à risque, hein, donc je vous dis les retours fréquents du tournesol, et puis plus on va être sur des sols superficiels, mais aussi sur des terrains calcaires, et plus là on risque de favoriser ce phénomène-là. Bien entendu, à nouveau, si on a un problème d'enracinement, c'est-à-dire si mon pivot s'est pas bien développé en profondeur, la plante ne va pas être capable d'explorer correctement les différents horizons du sol et ne va donc pas être capable de s'alimenter correctement en bord. Mais ce qui est aussi vrai pour les autres éléments, mais c'est particulièrement vrai pour le bord. Et puis les stress climatiques, hein, donc les fortes températures, en tout cas les périodes très séchantes, éventuellement les amplitudes thermiques, tous ces phénomènes-là peuvent accentuer le risque. Donc c'est important de pouvoir l'anticiper. Au niveau des stratégies d'apport, il y en a deux possibles. Alors une qui ne sera pas forcément à privilégier quand on est au Maroc, ou en tout cas en particulier sur les zones les plus arides, c'est la stratégie d'apport en végétation, c'est-à-dire au stade 10 feuilles, entre le stade 10 feuilles et limite passage tracteur. Alors pourquoi ce stade-là? Parce que c'est vrai que c'est à ce moment-là où la plante va le mieux être en capacité d'absorber le bord. Hein, donc là, on apporte entre 300 et 500 grammes pour bien couvrir les besoins, je vous disais tout à l'heure, de 400 grammes quand on est autour de 30 quintaux de potentiel, mais peu importe, restons sur ce stylet de 400 grammes. Le souci, si on fait cet apport à ce moment-là, c'est que, comme pour l'azote, hein, on risque de ne pas avoir les bonnes conditions d'humidité, donc on va plutôt privilégier des apports de bord au sol, incorporé avant le semis, donc à une période où on risque quand même d'avoir un petit peu plus de pluie, un petit peu plus d'humidité pour rendre ce bord ensuite assimilable par la plante. Mais pour le coup, là, on va être obligé d'augmenter un petit peu les doses, on va passer autour d'1 kg globalement, 1 kg de bord par hectare sur ces apports au sol. C'est vraiment quelque chose qui est à prendre en considération, hein, même si vous n'avez pas encore observé de carence. Alors si vous n'avez jamais fait de tournesol sur la parcelle, il y a peu de risques qu'il y ait un problème. Mais au fur et à mesure que vous allez faire revenir le tournesol, on va essayer de fertiliser plus régulièrement quand même en bord. Et puis un rappel, je vous disais tout à l'heure, à partir du moment où on voit apparaître des symptômes, les applications vont s'avérer inutiles puisqu'on ne va pas réussir à corriger. Donc voilà pour ces aspects fertilisation. Je vous propose un point qui va être très rapide sur les aspects désherbage, puisqu'on a quand même une batterie de solutions disponibles.
La première d'entre elles, c'est le glyphosate, qui représente quand même une solution intéressante pour gérer toute une flore qui peut s'être développée avant les implantations, d'autant plus si on a fait les travaux du sol, notamment tout ce qui va être travail en profondeur, un petit peu plus tôt dans le cycle, plutôt que de retoucher au sol si on a une bonne structure et par conséquent de faire évaporer de l'eau, ça peut être intéressant de passer un glyphosate pour vraiment détruire tout ce qui est en surface et faire ces semis dans de bonnes conditions. Et puis ensuite, un certain nombre de solutions qui vont être disponibles en prélevé, donc c'est-à-dire entre le semis et le moment où la plante va émerger, donc avec notamment la pendimétaline, avec du Prol 400, avec de l'Herbadox Aqua, donc qui va avoir quand même une efficacité intéressante sur un certain nombre de graminées, Panix, Ceter, Digitaire, qui peut apporter aussi quand même pas mal sur un certain nombre de dicotes, comme sur de la renouée, comme sur des kénopodes par exemple. Ensuite, d'autres possibilités, plus anti-dicote, avec de la Phalon, qui va vraiment la Phalon 50L, donc qui va nous permettre aussi là quand même de bien gérer tout un spectre de dicotylédones. L'acétolachlore avec le Guardian, qui là va vraiment apporter un renfort et même quelque chose de quand même plus costaud, on va dire encore, que la pendimétaline sur les graminées, avec là aussi une vraie efficacité sur raies si jamais on a encore des problématiques de raies qui peuvent survenir. Donc ça peut être vraiment une solution aussi intéressante par rapport à la pendimétaline. Et puis éventuellement des associations Prol avec de la Phalon par exemple. Donc on va vraiment réussir à associer là le lignuron avec la pendimétaline et avoir quelque chose d'assez complet sur graminées et sur dicotylédones. Et si vraiment on a besoin d'un renfort en particulier sur graminées, dans ce cas-là on va remplacer le Prol peut-être par du Guardian. Alors peut-être être un petit peu vigilant quand même sur d'éventuelles phytotoxicités que l'on pourrait observer. Mais en tout cas on voit qu'on a quand même des solutions disponibles assez intéressantes, et puis qui peuvent toujours ensuite être complétées alors par de l'arrachage manuel ou éventuellement par du binage, mais avec, je crois quand même important à rappeler quelques règles de base, notamment sur le binage. C'est de pouvoir intervenir sur des adventices qui ne soient pas trop développés, puisque des adventices développés sont des adventices qui ont consommé de l'eau et qui ont donc déjà pénalisé le tournesol. Donc, essayons d'intervenir relativement tôt pour qu'elle ne crée pas de concurrence. Et puis, attention aussi à la profondeur à laquelle on va travailler quand on va faire ce binage. Attention à ne pas faire pénétrer les dents de façon trop profonde. Auquel cas, là aussi, on risque finalement de créer de l'évaporation et de pénaliser notre tournesol par rapport à la réserve en eau. Donc pour le binage, on va essayer d'intervenir de façon assez précoce, sans aller trop profondément.